Excusez de vous imposer encore ma présence. Mais après tout, j'ai de bonnes raisons. Les bonnes raisons, c'est quand on est capable d'en dire quelque chose. Voilà. C'est pas quand on a raison. Je crois qu'il y a une question qui est liée à la question même de l'analyse. Si on pense pouvoir rendre compte de ce que c'est que de terminer une psychanalyse, je pense que on est astreint en quelque sorte à tout le temps reprendre les choses du côté de ce qui fait office d'origine. Donc on n'en a jamais terminé. C'est pour ça qu'un psychanalyste qui prend sa retraite est pour moi quelque chose, ça veut dire qu'il est déjà, il a déjà passé, quoi. Il a déjà passé. Il est passé du côté de la croyance, en gros. C'est utile, il en faut. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Je crois qu'il y a quelque chose de spécifique à la question de l'analyse qui est ça. C'est qu'on n'en sort jamais indemne si on est allé au terme d'un processus. Voilà, on est marqué à vie. C'est pas rien, parce que on peut être médecin généraliste ayant fait une analyse et être un médecin généraliste autrement, mais bien ouvert, intéressant. Voilà. Un analyse, ça marche pas comme ça. C'est ça qui est chiant d'ailleurs aussi. Mais on peut être pareil, de la même façon. Voilà. Alors, l'autre chose, justement, c'est j'ai un ressenti de dette à votre égard qui est énorme. Parce qu'après tout, j'aurais été capable puisqu'après tout, à l'origine, quand j'avais quitté Paris pour venir ici, les sbires de Lacan me disaient: vous allez implanter l'école freudienne ou l'école de la cause, ou je ne sais plus quoi, à Toulouse. Il y avait une mesure où il n'y avait personne sur place, et que, à part les psychiatres qui avaient les moyens d'aller faire une analyse et de chercher des investitures symboliques à Paris, les autres, n'ayant pas les moyens, se sont précipités, ce qui explique pourquoi il y a eu beaucoup d'universitaires, en particulier dans les premiers temps. Le problème, c'est que quand le transfert, alors mettons-nous bien d'accord sur le terme transfert. Pour moi, transfert veut dire déplacement. Donc, beaucoup de quand le transfert se fait sur du militantisme, de l'institutionnel, sur une conception de la société, en général, mon expérience en tout cas, m'a montré que une analyse personnelle n'a généralement aucune prise. Voilà. En tout cas, il faudrait prendre le temps. Alors, on se plaint actuellement que les analyses durent de plus en plus longtemps, ce qui est probablement vrai. Et à terme, je commence à comprendre pourquoi ça dure si longtemps. C'est peut-être comme ça. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours, au fond, il y a quelque chose de rare dans le fait de s'intéresser à l'analyse. C'est pas fait pour tous les croyants, quoi. Dans la religion, c'est pareil. Le christianisme, ça s'adresse à tout le monde. En réalité, il y a un petit groupe de croyants qui sont à la hauteur de la foi. Voilà. Donc, il y a quelque chose d'élitiste finalement, mais c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire parce que ça se sépare dans notre idéal démocratique actuel. Donc voilà. Et donc, j'ai pas fait ça. J'ai pas fait ça parce que j'ai pas pu le faire. J'ai pas pu le faire. C'est plus fort que moi. Il fallait quand même que je la ramène et que j'essaie de reprendre les questions à mon niveau. Quand en plus on arrive d'ailleurs et qu'on n'a pas fait sa formation in situ, c'est toujours un peu compliqué parce que les places sont déjà prévues et donc vous êtes toujours en surnombre. Donc j'ai erré institutionnellement et j'ai erré sur le plan de l'analyse. À une époque, je vous invitais plutôt à aller voir du côté des grosses associations. J'ai cessé de le faire parce que je me suis aperçu que elles étaient toutes un peu sur le même modèle de la répétition de quelque chose qui fonctionne comme un dogme. Or, si on veut être analyste actif dans les cures, il faut évidemment être toujours sur la braise. Sinon,
Sinon, d'abord, on s'ennuie terriblement. Et deuxièmement, et puis on devient des curés, quoi. Ben, les curés, il y en a qui font ça beaucoup mieux que ça. Donc, j'ai un sentiment de dette parce que je vous ai embarqué pour un certain nombre, pas ici, mais globalement, je m'adresse à la collectivité des gens avec qui j'ai travaillé depuis un certain temps quand même, qui viennent souvent pour régler un problème, un symptôme, un malaise, et qui repartent de là avec finalement comme si c'était le début d'une autre vie. C'est-à-dire que tout est à remettre en question, tout est à penser, qu'on a déprogrammé son existence, on croyait venir et que finalement, au lieu d'être une fin, c'est un début. Et que toute sa vie, on va errer. On va errer à la recherche d'une façon de vivre qui soit tenable, vivable, éventuellement un petit peu, qui apporte à la collectivité humaine un peu de service, de mon point de vue. Je trouve qu'il n'y en a pas assez actuellement, mais voilà. C'est une chose sur laquelle je tiens. Donc voilà, donc c'est un petit peu, ça vous est dédié, à condition que vous y mettiez aussi du vôtre, parce que seul, ça marche pas. Voilà. Après, voilà, bon, ça va. Là, les deux raisons qui, je pense, on sait que... alors, après, les raisons sont plus conjoncturelles. Je crois que passer de la communauté comme était le premier temps d'Alters ou de l'invention freudienne, vous savez, ça a quand même déjà pas mal d'années tout ça. Hein, ça a commencé dans les années 80. Ça passe vite. Hein. Passer donc de la communauté où tout le monde partage les mêmes énoncés avec l'amour des gens qui sont supposés à l'origine du ressoulement. Bon, la communauté, c'est la communauté chrétienne, par exemple. On pourra prendre un exemple. Passer de cet idéal-là à un idéal de collectif, c'est très compliqué, et vous en avez, pour certains, eu quelques éléments de réponse, enfin, sur la complication, sur la complexité. Donc, je pense que ce passage-là demande à être accompagné et aider. Et je pense même que il faut peut-être essayer de retrouver l'esprit d'un espèce de bouillonnement culturel. Parce qu'il y a quand même, c'est à travers le bouillonnement culturel que chacun peut faire son marché et aller de l'avant. Si on en est à répéter sans cesse les mêmes énoncés, les mêmes mythologies, c'est mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'analyse. Qui est, pour une part, probablement pas faux. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, comment m'est venue l'idée de m'intéresser à l'esprit possible d'une politique de santé? En fait, je pense que ça a précipité un peu le 25 mars dernier, quand avec Catherine, on a pris la parole, et notamment elle, sa prise de parole, sur Balint, expérience, principes et questions d'actualité. Exposé fort intéressant, même remarquable pour ma part, et qui a mis en lumière que Balint avait comme ambition, ce qui est quand même pas rien, et parce que je me suis aperçu que c'était beaucoup de gens comme ça, avait comme ambition d'inventer une formation reproductible, ce que vous évoquez d'ailleurs tout à l'heure, à partir d'une recherche-action. Donc cette question qui pour moi est très, très rétive, je veux dire que j'étais très hostile à cette idée jusqu'à ces derniers temps, mais d'avoir le nez dessus, je m'aperçois que c'est en effet la quête de beaucoup de gens. Il y a à côté de nous, qui a travaillé beaucoup ici pendant un certain temps et qui vient de faire paraître un livre, Marc Lebaillet, un ami, cette quête aussi de faire quelque chose de reproductible. Effectivement, je repars donc de là aujourd'hui, avec une visée d'information, puisque j'ai un peu d'éléments d'information, l'idée de se cultiver, l'idée de transmission, c'est-à-dire d'activation, et puis l'idée, c'est de permettre à chacun de se mettre au travail ou à continuer à être alimenté pour que le travail soit fructueux. Mais cette fois-ci, le plus possible, c'est peut-être là où on a fait un pas avec le passage au collectif, parce que moi, ça me redonne beaucoup de marge de liberté. C'est l'idée d'essayer de m'astreindre à un esprit d'objectivité. On sait bien que le statut de l'objectivité, quand on parle de subjectivité, ça fait rigoler. Mais quand même,
ça fait rigoler, mais c'est à tort, parce que dans le maniement des postulats et des déductions, il y a des logiques en jeu qu'il faut essayer de respecter. Et alors, cet esprit d'objectivité, débarrasser le plus possible des mythologies qui ont dévoyé la psychanalyse. Je pourrais évidemment en citer un certain nombre. J'y reviendrai après. Quand il s'avère que, de l'aveu de Freud, par exemple, les pulsions, il faut y croire, mais c'est une mythologie. Quand toute sa vie, on postule que la sexualité, c'est le ferment de la vie, c'est qui conduit l'activité humaine. Ce sont quand même, quand on pense aussi que il n'y a que dans l'opposition masculin-féminin ou identité sexuelle ou bien pire que ça, quoi, le phallicisme. Le phallicisme, il n'y a de voix que de ce côté-là. On se dit qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut réexaminer. C'est pas que tout ça a une certaine valeur. À mon avis, pour l'instant, c'est plutôt la voirie que ça va intéresser. Alors, donc l'idée, c'est évidemment une idée de refondation. C'est la suite de notre quête de refondation. Il faut refonder tout le temps. Hein. C'est pas un moment dans l'existence associative, c'est tout le temps. Voilà. Alors, l'intérêt d'un séminaire dans ce truc, parce que c'est vers là que ça s'oriente, ça implique sans doute qu'il soit régulier, qu'il soit à distance de la vie institutionnelle, c'est-à-dire protégé, parce que sinon il est trop pris dans les affres du quotidien et que du coup il perd un peu sa saveur de faire penser éventuellement. Et puis, l'objectif d'un séminaire, c'est pas de répéter tout le temps les mêmes choses. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est quand même un objectif de remaniement, c'est-à-dire de modifier les postulats de départ et les déductions qui s'en suivent. La plupart des séminaires qui sont présentés comme tels n'en sont pas, de mon avis, hein, en tout cas dans le champ de la psychanalyse. Un peu comme dans certains milieux techno-scientifiques, le fait de faire du quantitatif ne fait pas science, quoi, hein, voilà. Les normes de production théorique, hein, le concept de production théorique qu'on doit quand même à ce malheureux, vous voyez qui je veux dire, qui est devenu fou, l'école normale supérieure, Althusser, c'est à lui qu'on doit ce terme de production théorique qui est d'une certaine façon un barbarie. Production théorique, ça veut dire quoi? Ça explique peut-être ce que ça a entraîné comme rejeton après, d'ailleurs, le fait qu'on s'est enlisé dans des militances idéologiques terribles. Donc ceux qui ont suivi l'enseignement du champ lacanien pour ce qui nous concerne, parce que c'est quand même là on a quelque chose, enfin on a été formé là-dedans quand même, au moins à l'origine. Mais je dirais la même chose d'associations plus ouvertes, plus écuméniques comme l'espace analytique. On peut s'apercevoir, je ne parle pas trop de l'école de Lacoste parce que c'est tellement criant que là il s'agit des problèmes d'héritage et c'est terrible que ces grands hommes ne sachent pas mourir, quoi. Lacan comme Freud, c'est-à-dire quand vous avez fait votre temps, vous mourrez, c'est très bien ainsi. Mais confier à vos enfants de pérenniser le truc comme si on était éternel, c'est une telle folie que les bras m'en tombent toujours. Donc c'est une affaire très locale, familiale, paix aux familles. On sait ce qui se passe dans les familles. C'est encore plus drôle. Enfin drôle, dramatique. Voilà. Donc quand on n'est pas trop assujetti malgré tout, parce qu'on est né comme ça, parce qu'on a été éduqué comme ça, parce qu'on s'est cassé la figure beaucoup de fois, quand on n'est pas trop assujetti à la croyance, eh bien on s'aperçoit que dans ces endroits-là, il y a on répète beaucoup les mêmes choses, avec une visée de transformation beaucoup plus que de remaniement. Alors, ce terme de transformation, pour moi, est essentiel. J'aurai l'occasion probablement d'y passer du temps.
c'est un terme à l'origine qui a été... enfin, je vais d'abord dire globalement, dans une transformation, on cherche la énième version d'un mythe d'origine. La énième version, mais on ne change pas de mythe. On est toujours dans la même histoire. Donc, si c'est un mythe qui fait dogme, on reste dans le dogme. Et c'est ainsi qu'on peut faire curie, rente de situation, voire clientèle, parce que quand même, il y a toujours les bénéfices secondaires à la clé, pendant un certain temps. C'est un peu moins vrai aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas. Y compris dans les présentations de malades. Dans le remaniement, on change donc ce postulat et on en déduit les conséquences. Donc, je me décale malgré tout des dernières livraisons qui sont celles de Marc Le Bailly. Tant est présent le risque pour moi d'une théorie reproductible sans invention. Donc, je l'ai un peu dit tout à l'heure à propos de la médecine. On peut mettre en place une logique extraordinairement forte. Il n'en reste qu'à partir de la discipline où l'État, l'instance étatique, nous a reconnus comme relevant d'elle au point de devenir des professionnels de ces disciplines, c'est le cas. C'est l'État qui a le monopole de décerner les diplômes, comme quoi vous êtes reconnus comme professionnel, notamment dans le domaine de la santé. Mais une fois qu'on a ça, on n'en a pas grand-chose. On a le viatique, certainement, d'installation, mais on a tout à penser et tout à inventer. C'est là où ça devient intéressant, quand même. C'est là où... Bon, c'est pour ça que je vois des gens qui sont là comme tout petits, qui répètent comme ils peuvent, qui s'en vont dès qu'ils peuvent. Enfin, bon, je trouve ça très triste. Alors, tout reste à penser, à s'approprier, à élaborer et à soutenir. Voilà. Donc pour moi, bouillonnons. Bouillonnons. Alors, tel que j'essaie de poser la question dans l'argument qu'il fallait produire, est-il pensable de proposer aujourd'hui une théorie générale du fonctionnement humain, rien que ça quand même, qui permettrait à des professionnels de soins, de l'aide et ou en prise avec les difficultés existentielles d'avoir à vivre, de coopérer au service du collectif. Donc vous voyez, ça a l'air banal comme truc, mais là-dedans j'ai introduit la question de l'existence. Or l'existence n'est pas la question de la vie. Pour aller très vite, là où je reviendrai probablement, les maladies ressortent de la vie. Les dysfonctionnements psychiques ressortent de l'existence. C'est pas la même chose. Quitte après à se demander ce que c'est pour nous que ces problématiques de vie et d'existence. Donc, à quelles conditions objectivables de scientificité ces disciplines du soin, de l'aide et la psychanalyse pourraient parler sinon la même langue, parce que ça, c'est une autre question, mais quand même, c'est probablement ce qu'on peut espérer de mieux, du moins une langue compatible à travers une altérologie des sciences sociales. Altérologie, ça m'est venu, c'est pas mal. Sciences humaines, rendues nécessaires si on veut avoir des pratiques qui développent la définition par l'OMS de la santé, comme je vous l'ai redit, comme un état de complet bien-être physique, mental, et non pas psychique d'ailleurs, et social. Donc physique, mental et social. Qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, oui, voilà, loin de l'absence de maladie ou d'infirmité, loin de la recherche de la guérison symptomatique des maladies, ce qui est souvent le cas malgré tout encore maintenant, qui inclut donc, avec le traitement des affections médicales aiguës, la prévention non seulement des maladies chroniques, mais plus généralement des dysfonctionnements de l'appareil psychique, liés à des avatars de sa structuration, et qui entraînent la répétition du mal de vivre sous la forme d'une détresse de vivre et qui concerne l'existence. Donc j'essaie de préciser
comment je sépare vivre et exister. Sur le versant des maladies, il y a actuellement des livres tout à fait intéressants qui sont en train de sortir. Donc je trouve que comme il faut inciter chacun à bosser, un peu, ou beaucoup, voilà, j'ai ramené 2 ou 3 livres, notamment un qui s'appelle Les maladies chroniques, vers la 3e médecine, sous la direction du professeur André Grimaldi, et qui sous-titre 20 millions de Français concernés. C'est quand même pas rien. Sachant que malgré tout, il y a même des diplômes universitaires qui sont créés, notamment à Paris, pour des gens atteints de maladies chroniques. C'est-à-dire maintenant, d'avoir une maladie chronique donne droit d'accéder à des formations universitaires. Et c'est pas si con que ça quand on regarde de plus près. C'est-à-dire que ces gens-là sont amenés à travailler dans des domaines associatifs, voire dans des domaines professionnels, où ils se réunissent souvent avec des gens avec qui il va falloir faire face. Donc voilà. Donc c'est des questions qui sont en plein mouvement. Je cite aussi qu'il y a un cours sur ces questions-là qui a lieu à l'Hôtel Dieu, qui sous l'autorité de Worms et de Saint-Fleury. Il a sorti un livre, Worms. Oui. Voilà. Bon. Mais en fait, c'est des gens. En gros, c'est une émanation de l'école normale. Bon, voilà. Mais c'est bien. Ils ont trouvé un terrain d'élection un peu plus populaire. Alors, il y a des bouquins comme ça, l'Omerta à l'hôpital, très intéressant aussi, de voir comment les étudiants en santé actuellement s'en prennent plein la tronche. Voilà, et puis d'autres choses. Mais je m'arrête là. Si ça vous intéresse, vous regardez. Alors, le fait d'introduire la psychanalyse dans une approche anthropologique des sciences humaines, approche anthropologique, ne va pas de soi. Hein. On voit bien pourquoi la médecine est une approche anthropologique, pourquoi la psychiatrie est une approche anthropologique, pourquoi la psychothérapie peut être reliée à une approche anthropologique. Dire que la psychanalyse est une approche anthropologique des sciences humaines, c'est-à-dire qu'on considère que la psychanalyse a à voir avec les sciences humaines au même titre que d'autres sciences humaines, c'est tout de même une chose qu'il va falloir justifier. Hein. Car il faudrait que cette discipline sortent de ces croyances d'évidence qui contiennent une grande part de mythes, comme ce que je disais tout à l'heure, la croyance au mythe des pulsions, même si on sent bien que la question de la liaison et la déliaison ne sont pas inutiles, mais ne concernent pas du tout la question du désir, mais celle des envies, ou bien la question de la sexualité comme moteur du désir humain, ou, et bien vu, le plus important sans doute de tous, qui est le mythe paternel, qui ramène de façon scandaleuse les impasses du développement de chacun à des causes oedipiennes ou phalliques. Hein, ou phalliques. Voilà. Donc, j'essaierai une prochaine fois, au fond, de revenir à la question qu'est-ce qu'un mythe et comment ça se transforme, parce que c'est des questions passionnantes. Parce que dans une fable, par exemple, vous savez que vous racontez une fable. Quand vous racontez l'histoire de la cigale et de la fourmi, vous lui donnez une forme un peu anthropologique, mais c'est une fin morale, je dirais, que vous racontez. Vous rigolez éventuellement, vous réfléchissez, mais vous restez extérieur à la fable. Quand vous racontez un conte, vous savez que vous racontez un conte, une légende aussi. Quand vous êtes pris vous-même dans un mythe, le mythe a des caractéristiques particulières quand même, sur lesquelles on essaiera de revenir. Le mythe, par exemple, et bien évidemment, c'est une création des humains, le mythe. Hein. Mais il ne faut pas que le mythe apparaisse comme la création de quelqu'un. Donc, il y a un tour de passe-passe dans le mythe, parce que le mythe repose sur une croyance. Et les travaux sur lesquels on essaiera de revenir un peu de Lévi-Strauss montrent très bien comment les mythes se baladent entre Adam et Ève et maintenant, et qu'il y a souvent des formes de transformation de mythes qui sont quand même globalement les mêmes. C'est quand même intéressant de savoir comment on retrouve les mêmes mythes. Par exemple, le mythe de la pirogue entre la Lune et le Soleil, qui globalement existe dans plein de parties du monde. Et qui globalement ont trait au mariage
parfait, le bon mariage. Alors, pas trop proche, la lune du soleil, pour éviter l'inceste. Pas trop éloigné, parce que on fait des mauvaises rencontres, hein, quand on est dans une alliance trop étrangère. Après, peuvent s'y jouer les problèmes de frères et sœurs, de rivalité, de choses comme ça. Donc, voilà des mythes, quoi. Des mythes qui se transforment en permanence et qui sont quand même communs à des communautés humaines très variées. Voilà. Bref, l'idée, c'est qu'on puisse sortir cette discipline, la psychanalyse, d'une visée adaptative au service de la norme, pour accéder à une autonomie tempérée par une théorie tenable du désir indestructible. Vous savez que pour notre part, et je m'en excuse auprès des personnes nouvellement débarquées dans ce champ de travail, on a beaucoup travaillé sur ces questions, qu'est-ce que c'est que du désir, des envies, ces choses-là, des bifurcations, des désintrications. On a beaucoup parlé sur ces questions du désir indestructible. Et donc, je ne peux pas revenir dessus aujourd'hui, mais bon, voilà. Globalement, dans le système des envies, on est causé par autrui, par des objets qui nous font exister. Et tout l'enjeu, dans le désir, c'est d'être soi-même un acteur de ce qu'on entreprend. Tout ça est compliqué parce qu'il faut quand même l'élaborer et que ça soit tenable. Alors, j'ai parlé de visée adaptative. Vous allez peut-être dire, c'est pas vrai, la psychanalyse n'a pas une visée adaptative. Pour beaucoup, d'abord, elle a une visée adaptative explicite. Et quand vous prenez un concept comme la psychanalyse en extension, pourquoi croyez-vous que ça a été mis en place? C'est pas pour les beaux yeux des uns et des autres, c'est parce que ça a permis de faire fonctionner pendant un certain temps des champs entiers comme la psychiatrie qui quand même se mourait de concepts, et donc de la faire fonctionner à minima. Moyennant quoi, en s'exportant d'un champ dans un autre, sachant que l'analyse c'est d'abord un protocole et un cadre, eh ben, on dévoile la psychanalyse et on en fait en effet une réponse adaptative au regard de la norme. Donc voilà un exemple qui me paraît, parce qu'il est tout à fait agissant à l'heure actuelle, et même pour notre propos, il serait très tentant de montrer des maisons de santé dans lesquelles finalement on se donnerait comme théorie des théories de l'analyse versus adaptation. Alors cette perspective nous entraîne du côté de la recherche d'une articulation possible entre... Alors là, j'ouvre le débat parce que au total, c'est bien de ça dont il s'agit, et c'est là où ça devient passionnant, je trouve, d'une articulation possible entre Darwin et Freud. Globalement, ce qui représente, c'est les figures, hein, ce qui est derrière ça. Donc, d'une articulation possible entre Darwin et Freud. Encore une fois, articulation veut dire qu'il n'y a pas de continuité, donc il faut articuler. Entre l'évolution des espèces et leurs caractéristiques, et l'intuition freudienne d'un appareil psychique qui respecte les catégories du conscient, du préconscient insu. Et pour moi, le préconscient insu, je le dis et répète que ce sont les effets de langue, et de l'inconscient. Donc, trois catégories. Le conscient, pour ce qui est de l'imaginaire, en gros. Quand on parle de politique, on est dans l'imaginaire. On raconte tout notre truc. L'insu, c'est les effets de la langue dans laquelle on baigne. Et l'inconscient, comme conséquence d'une tension indestructible, tant qu'il y a de l'intentionnalité organique, celle de vivre. Voilà, ça c'est un point important qui pour moi était très complexe, très compliqué. C'est par impossibilité de s'en passer que je me suis aperçu que l'intentionnalité... alors évidemment, quand on se réfère au travail de Darwin, c'est une évidence qu'il y a une intentionnalité dans la vie des espèces. C'est quand même quelque chose qui pour moi était très compliqué à admettre. Donc c'est pour ça que j'avais fait le saut directement du côté du désir. Mais le désir, il s'appuie quand même sur de l'organisme. Voilà. Même si c'est pas du même registre que l'organisme. Là-dessus, c'est pour ça que le mental n'est pas le psychique. Pour cela, il nous faut réinstaller l'intuition freudienne sur des bases compatibles avec l'existence depuis 60 000 ans de sapiens, à savoir le langage articulé. Voilà. Le langage articulé, ça a l'air de rien, maintenant, de dire c'est ça.
caractéristiques des uns. Freud est passé à côté. Lacan, il a tourné autour du langage, mais il en a fait quelque chose d'intersubjectif et d'interpersonnel. Donc, du coup, il est aussi passé à côté. Or, à l'époque de Freud, il y avait déjà des gens qui travaillaient sur ces questions-là. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon. Alors, ce langage articulé, si on en fait la marque, hein, le concept fondamental de Sapiens Sapiens, de notre espèce à nous, là, ce langage articulé a eu pour conséquence dramatique de dénaturer l'espèce humaine, au sens où on n'a plus de continuité avec la nature. On se penche sur les plantes pour les humer, les respirer. On est obligé, en fin de vie, de revenir aux odeurs, à des choses près de ressenti, parce qu'on a perdu tout contact de continuité avec la nature. Ceci dit, ça a eu comme cette conséquence dramatique, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on considère que les autres espèces animales dont nous faisons partie avaient été programmées de point de vue instinctuel. Voilà. Pour la quête, pour la trace, pour la sexualité, pour la reproduction, ces choses-là. Et qu'avec l'apparition du langage articulé, on n'est plus là-dedans. Et donc, le fait d'exister, ça, je voudrais attirer votre attention, parce que pour moi, il n'y a pas très longtemps que je me suis aperçu que c'était fondamental. Le fait du langage qui met en place un registre symbolique, un registre imaginaire et un registre qu'on va appeler réel, j'en sais rien, voilé, mais du côté du réel, sans jamais y avoir accès, c'est quelque chose qui modifie complètement les choses. On n'est plus dans le même univers, on n'est plus dans le même champ de travail, on est complètement ailleurs. Et ça, je pense qu'on n'en a pas forcément la mesure, quoi. En tout cas, pour ce qui est de l'espèce humaine, ça lui a permis au fond, d'adapter son biotope jusqu'à en faire le maître conquérant des espèces vivantes, végétales ou animales, sous le masque fréquent d'un docteur Folamour, si on veut, ou alors, si on est plus biblique, pour réaliser les Écritures. Voilà. Il nous donne aussi ça, comme la religion nous donnait ça aussi comme mission. Voilà. De soumettre la création dans un anthropocentrisme extraordinaire. Donc, on en reparlera de l'anthropocentrisme. C'est le risque mortel de l'humain, l'anthropocentrisme. Se penser au centre. D'ailleurs, ce qui est les débats actuels, la crise écologique, tout ça, c'est quand même quelque chose dans lequel l'humain n'a pas grande conscience. Alors, le prix à payer de cette dénaturation est celui quand même d'une angoisse existentielle fantastique. Et quand on ne va pas bien, d'une détresse de vivre, hein, qui peuvent donner lieu à des dysfonctionnements, soit fonctionnels, la plupart du temps, hein, quand on va mal, qu'on somatise à tour de bras, la plupart du temps c'est fonctionnel, soit organiques, soit psychiques, si on fait l'hypothèse de l'appareil psychique, souvent déclenchés par un environnement social, sociétal ou socio-professionnel, où les modes de vie trouvent toute leur importance. Mais il faut insister sur un point, c'est que le déclenchement ne veut pas dire que c'est causal. Voilà. Je ne crois pas au déterminisme causal déclenché par l'environnement à lui seul. Hein. Par contre, il peut évidemment influencer les choses. Donc, c'est pour ça que je tiens beaucoup à cette tripartition de l'organisme, du psychique, si on fait l'hypothèse de l'appareil psychique, et de l'environnement, du contexte dans lequel nous vivons. Il faut les trois. C'est les trois qui demandent à être articulés. Alors, vous me direz, hein, bon, j'aimerais vous bercer un peu. J'aimerais vous faire rêver un peu, mais moi, ça me fait rêver, mais je ne suis pas sûr que ça produise la même chose chez vous. Voilà, moi, c'est... Bon, voilà. On ne se refait pas. Arrêtons-nous un petit peu sur la question de l'existence. Hein, donc, parce que dans mon petit plaidoyer, où j'annonce c'est quoi l'esprit possible d'une politique de santé,
Vous allez voir que je ne vais pas en parler tout de suite de la politique de santé, parce que avant ça, il y a un tas de choses à parcourir pour pouvoir se poser cette question. Et notamment les questions des dysfonctionnements liés à l'existence, qui ne sont pas... En gros, je vais vous donner mon idée, c'est du côté de la vie, il y a les maladies, du côté de l'existence, il y a les dysfonctionnements psychiques. Alors, l'existence, j'ai essayé de regarder ça de plus près. On se souvient que déjà Lacan parlait de l'ex-existence. C'est quelque chose de complexe, éminemment complexe. Est-ce que ça concerne l'émergence d'une certitude d'existence, débarrassée de tout support extérieur? Sans doute. Mais alors, cette émergence pose l'existence comme manque à exister. C'est toujours sur ce versant-là que nous faisons l'expérience de l'existence. Et ce manque à exister s'éprouve comme extérieur à soi-même. Et exister, c'est alors se tenir hors. Résister tout en restant pris dans le dur désir de durer, comme disait le poète ou le philosophe. Car si vivre, c'est déjà décoïncider d'avec soi, sous peine de mourir, exister est le verbe qui, détaché de l'être, promeut cette désadéquation. Là-dessus, vous devriez quand même vous intéresser aux ouvrages de François Julien, qui a écrit un livre qui s'appelle Vivre et exister, ou un truc comme ça. Peut-être là, non, peut-être pas. Donc, qui pose quand même des vraies questions. Et puis, il y a un autre que je voulais vous parler, parce que je l'aime bien, même si il n'y a peut-être pas grand-chose à en prendre, qui s'appelle Peter Sloterdijk. C'est un philosophe allemand qui dernièrement a sorti un livre qui s'appelle Après nous le délige. C'est-à-dire il prête à Madame Pompadour d'avoir eu cette exclamation Après nous le délige. Et il fait une critique féroce de la société occidentale moderne en disant que nous n'avons de sens que de l'instant et qu'il faut réinstaurer une histoire longue. Voilà. Donc, à force de tuer l'héritage, on tue la civilisation. En gros, je vous résume d'une phrase, comme c'est un monsieur qui a beaucoup de méandres, c'est un peu gonflé. Alors, voilà. Alors pour lui, pour Sloterdijk, le véritable nom de l'existence, c'est l'unicité. L'unicité. Alors, bon, on va peut-être passer là-dessus, parce que si ça intéresse certains, ils iront voir. Lui, il est allemand, donc il est allemand. Il doit être un peu hongrois aussi, par ailleurs. Et puis, mais il se réfère à Stirner. Quand je dis les nationalités, c'est pas pour parler des origines, hein, c'est pour dire que c'est des cultures. C'est quand même l'Europe centrale qui maintenant elle nous fait souvent brère. Ça a été un lieu fantastique d'invention quand même. Hein. Le XXe siècle lui doit beaucoup. Hein. Mais évidemment, quand il y a un feu d'artifice, quelquefois, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le chant du cerf? Ou est-ce que c'est l'éclosion d'une nouvelle société? Tout ça, ce sont des questions. Voilà. Donc, pour Sloterdijk, il se réfère à Stirner et pense que Freud, en fait, n'a fait que reprendre les idées de Stirner dans Le Moi et le Ça, pour montrer comment nous sommes possédés par des normes collectives intériorisées. Donc, en fait, c'est une régression moïque, quoi, en gros. Voilà. Donc, il nous exhorte à nous réinscrire dans la durée, le temps long, au lieu de faire table rase du passé, de refuser tout héritage et mépriser les modèles et filiations. Voilà. En un mot, notre société a fait de la rupture le moteur de la modernité. D'ailleurs, on le voit à l'œuvre tous les jours. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je m'aperçois que tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler des mythes et je me suis arrêté en route. Parce que quand même, je voulais dire quelque chose qui nous intéresse actuellement.
notamment à propos de populisme. On peut parler d'actualité quand même, sinon quand même, où sommes-nous? Donc dans l'idée du mythe, donc, il y a des gens qui sont à l'origine du mythe. Il faut que le mythe n'ait pas de sujet décelable, qu'il n'y ait pas un acteur. Il faut surtout que ce mythe se détache donc de l'auteur créatif du mythe et devienne quelque chose qui provienne ou des ancêtres ou des dieux, en gros. Donc c'est un on. Ça vient de on. Voilà l'idée du mythe. Et donc le mythe est un historique. Ça, ça n'a pas d'histoire. Hein, et d'une certaine manière, on pourrait dire d'un mot, comme le dit très bien l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelle, l'élève de Lévi-Strauss, en fait, le mythe rend possible l'impossible. Voilà. Voilà. Il y a des contradictions dans notre façon de vivre ensemble. C'est injouable. On est dans des contradictions qui vont nous faire nous taper sur la figure. Ben, on va inventer un mythe. Le mythe va nous aider. Et alors, cette idée que le mythe nous revient des dieux, il n'y a plus guère que deux catégories actuelles qui sont détenteurs légitimes de ce mythe, qui seraient, pour le dire vite, les chamans et les prêtres. Mais beaucoup se prennent pour des chamans à l'heure actuelle. Et particulièrement quand, au nom du le peuple pense, voilà, on y voit bien toute la tradition historique du sens de l'histoire, hein, l'histoire transcendantale, qui est quasiment, hein, qui est métaphysique, quoi. Hein. Donc, le peuple pense. Hein, à partir de, hein, donc, si le peuple pense, à condition d'y croire, parce que le mythe suppose la croyance, il est actif. Et c'est là où la mise en place des rites est fondamentale. Parce que le mythe crée la pensée mythique. Si elle s'appuie sur un système de croyance, elle entraîne, grâce au rite, l'inscription de ces mythes dans la société. C'est pour ça que des mouvements comme le populisme, je vous laisse libre de choisir, il faut quand même y regarder à deux fois. Voilà. Bon, on pourrait le développer tout ça. On peut vous poser une question ou pas? Oh, bah, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Parce que je me demande s'il est bien nécessaire d'y croire finalement au mythe. Est-ce que le mythe ne passe pas dans l'insu sans que même on ait besoin d'y croire et qu'il soit tout aussi agissant? Alors, oui, j'accepte bien cette réflexion, mais en la sortissant d'un bémol. C'est-à-dire, on est obligé évidemment de... je pense qu'il y a le moment où se fomente un mythe, ou quelqu'un qui est un moment particulier. Mais une fois qu'il est installé dans des sociétés, dans des systèmes de transformation, on n'y voit que du bleu. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... C'est important, même d'un point de vue, c'est une question clinique. Hein. Ah, complètement. Souvent, on dit, bon, je n'y crois plus à tout ça, et on voit qu'en fait, on n'a pas besoin d'y croire pour que ça agisse. Oui. Et ça, c'est pas facile, hein, même pour nous, hein, de l'identifier. Ah, oui. Est-ce que ça serait pas là, justement oui, c'est très important, ça. Parce qu'il y a le croire au niveau du ressassage du cortex, hein, et puis il y a ça se vit autrement au niveau de l'implicite, en fait, tout ce qui est mémoire implicite. Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'engager un travail comme une psychanalyste, c'est de la folie. Quand on voit qu'un corps constitué comme les psychanalystes en un siècle n'ont pas changé d'un iota sur les croyances qui habitaient l'invention freudienne, on se dit que c'est très compliqué. C'est très compliqué à se débarrasser des mythes pour essayer de reposer les choses autrement. Très compliqué. Il faut se décaler en permanence. Et c'est vrai que le travail avec les personnes est compliqué de ce côté-là. Comment se décaler aussi avec eux. Très juste. Ce qui pourrait être du coup l'essence de la psychanalyse. Qui serait du côté de l'essence de la psychanalyse. À condition d'accepter que la psychanalyse soit aussi une science sociale, qui est donc à voir avec le statut. Non, mais science sociale, à voir de plus près. Non, mais ça ne sera jamais une science. Et vous savez bien que quand
Lévi-Strauss parle de l'anthropologie, il dit aussi que ça ne sera jamais une science. C'est bien pour ça qu'ils ont inventé le terme de science conjecturelle. Allez savoir ce que c'est qu'une science conjecturelle. Vous voyez? Bon, voilà. Ce qu'on peut dire, si quand même, on peut dire que dans une psychanalyse, il y a une méthode. Et que la méthode n'est pas sans une certaine forme de scientificité, peut-être, si on est capable d'en rendre compte. Voilà. Hein. On sait bien que le cadre, c'est beaucoup le cadre. Voilà. C'est pour ça qu'à jouer sur le cadre, on joue sur l'essentiel. Et après, juste pour compléter, c'est que le mythe est du côté donc, de la croyance, donc d'un savoir, alors que la psychanalyse est du côté de l'invention. Enfin, pour l'analysant. Ben ça, c'est... Si l'analyse... C'est Alexandre Bijard, qui est un devin, qui est en train de... C'est bien, chapeau. Non, mais bravo, vous avez un sacré temps d'avance sur nous autres. Hein, parce qu'il a fallu qu'on aille arracher ces trucs-là petit à petit, et on commence à se réveiller de ces choses-là. Bravo. Je peux rajouter deux choses. D'abord, Einstein disait que nous sommes des nains sur les épaules des géants, donc c'est normal que les jeunes intègrent plus vite les choses que ce que nous avons mis. Et c'est bien. Et ensuite, à propos des mythes, j'ai pas la référence en tête, mais il y a un anthropologue qui a, je pense que c'est un truc d'anthropologie, que les idées de base des mythes sont réparties sur toute la planète. On a cru ça pendant longtemps. Mais il y a quelque temps, les gens se sont rendus compte que c'était pas vrai et qu'il y avait des mythes de base, des idées dans les mythes de base qui n'avaient pas été transmises en Amérique. Et ça correspondait certainement au fait que la civilisation qui était passée en Amérique, après probablement par le détroit de Bering, avait été coupée du reste et qu'il y avait eu d'autres inventions. Alors, voilà, il fait dit tout là-dessus. Il fait dit qu'en fait, on retrouvait les mêmes mythes, malgré tout, transformés d'un bout à l'autre de la mer. Mais non, mais vous attirez l'attention sur quelque chose de tout à fait essentiel. C'est que cette pensée mythique, il se peut qu'elle ait été flinguée, en quelque sorte, notamment avec l'arrivée des colonisations en Amérique. Et que le fait de vouloir empêcher les Indiens de pratiquer comme ils le faisaient a fini probablement par tuer ces populations. Vous tuez la pensée qui tient les gens ensemble, et vous tuez une culture, une ethnie, plus sûrement qu'en la flinguant avec des fusils. Enfin, souvent quand les deux y sont d'ailleurs. Voilà. Donc, il faut faire vachement attention à ces choses-là. Donc, la pensée mythique peut en effet, de ce point de vue-là, certainement s'effondrer, on va dire. Bon, vous avez encore un peu de force? On a jusqu'à Midi et demi, c'est pour ça. midi et demi. Ben, normalement, vous ne devriez pas être fatigué, ou alors c'est que je vous ennuie. C'est le avec une ouverture. Allez. C'est midi et demi. Bon, d'accord. Alors, ça va. Je vous remercie. Vous êtes sympa, en tout cas. Ça infuse. J'ai besoin que vous soyez sympa, sinon je reviens pas. Bon. Alors, l'existant humain. L'existant humain. Au sens du porteur de l'existence. Ouvre un écart vis-à-vis de l'existence du monde. Donc, l'existant humain se décale du monde. De même qu'il s'est écarté du risque animal auquel il appartient encore. Et ça, c'est toute la question de l'évolution des espèces concernant l'homme, avec son risque d'anthropocentrisme. Et la question que je veux aborder par là, parce que ça vous paraît désordre tout de suite, moi aussi, parce que je me suis aperçu que quand on essaie d'aller comme ça, de proposer un thème de séminaire, on ne sait pas où on va. Et donc, il y a des trucs qui me viennent, et après je me dis, bah, ça a une certaine cohérence, tout ça, il faut le virer. Donc, je m'en excuse, je vous emmène avec moi pour faire un voyage, mais en espérant qu'il y aura des rejetons, que la pensée va nous habiter tous, le préconscient va nous habiter, et que les choses vont revenir sous forme d'une belle œuvre. Enfin, belle œuvre. Une œuvre, on ne sait rien. L'œuvre, c'est celle du collectif. Donc, l'idée, quand même, là-dedans, par rapport à l'existence, c'est que le sujet
n'existe pas au départ de la vie, mais en assumant une position dont la désadéquation avec le monde le promeut en sujet. Donc l'idée, c'est ça, c'est que le sujet, c'est-à-dire la personne qui est habitée par une subjectivité, qui est un peu acteur de ce qu'il fait, le sujet rompt avec le monde dès lors qu'il se subjectivise comme sujet. D'accord ? Voilà. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Parce que l'idée étant que tout ce qui a à voir avec les maladies, c'est du vivant, avec ou sans sujet, peut-être, encore que, justement, l'enjeu est bien là. Si on peut mettre en place une élaboration qui tienne compte de la subjectivité à l'intérieur des pratiques de soins et d'aide, tout à fait, la question est importante. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ça a toujours été la première préoccupation des professionnels. En tout cas, quand il s'agit de dysfonctionnement psychique, on est obligé de considérer ça comme des problématiques qui ont à voir avec la question de la subjectivité ou du devenir sujet. Voilà, vous voyez ? Donc, on est du côté de l'existence. On n'est pas du côté simplement de la vie, même si on voit bien que les deux se rapprochent. D'ailleurs, quand on lit les bons auteurs, on voit bien que les deux ont des interactions. Est-ce que, quand vous dites rompre avec le monde, ça veut dire, d'une certaine façon, rompre avec la vie? Alors, j'ai dans la vie, j'ai plusieurs choses dans la tête, qui est, je crois, qu'un des éléments de retour à une métapsychologie qui tienne serait de davantage rendre compte de l'intrapsychique que des causes externes. Parce que les causes externes, il y a plein d'autres disciplines qui en rendent beaucoup mieux compte. Voilà. Et de faire de la causalité psychique, là où elle existe, la conséquence des fonctionnements intrapsychiques. Voilà. Ça va loin, hein, cette question. Ça va loin. Parce qu'on a pris l'habitude d'expliquer nos malaises par des causes externes. Hein, voilà. Y compris le complexe d'Oedipe en étant un exemple. Voilà. Donc, si l'homme en tant que vivant appartient au monde, tout sujet se tient déjà hors de lui par sa position de sujet proprement existant. Voilà. L'existence est déjà un sujet. Cette extériorité, même au fond de la pénétration sexuelle, dans l'étreinte et la possession, n'est pas résorbable. Cette extériorité nous tient existants, surgissement d'un dehors. C'est quand même assez intéressant, parce que vous allez voir où je veux en venir. De l'immanence du désir, irréductible, le sexuel n'en relève pas. S'il n'y a pas de rapport sexuel, disait l'autre, qui a été répété comme il se doit des milliers de fois, ce peut être par exemple au sens où l'objet amoureux ne soit que support de l'insatisfaction ou de ce que l'amour, quoi qu'il soit réciproque, soit impuissant à établir la relation à deux. Ça, c'est un peu du bavardage. On verra. Voilà. Donc, ces questions-là confrontent à de multiples mythologies. Il y a bien un manque, enfin, le ressenti de manque. Il n'y a pas de manque, tout est là. Il y a bien un ressenti de manque, mais qui n'est pas causé par un manque par exemple, de mère. Hein. On a beaucoup pensé que les gens n'allaient pas bien parce que les mères avaient été soit insatiables, soit transgressives, soit je ne sais quoi, soit collantes, soit fusionnelles, etc., ou t'en étais pas occupé. Donc, il y a bien un manque, mais qui n'est pas causé par un manque de mère, insatiable, que nul objet ne pourra jamais combler. Il s'agit bien plutôt d'un manque à exister. C'est ça l'idée que je veux vous soumettre, à réfléchir bien évidemment, que le sujet ne peut assumer. Donc on a les yeux qui rouquent le ventre. Voilà.
On n'est pas capable d'assumer ce qu'on prétend assumer. Il ne s'agit pas d'un manque d'objet, autrement dit. Hein. Il n'y a pas d'objet, en réalité. Si on a une théorie du sujet et du désir, il n'y a pas d'objet. Hein. Il n'y a pas non plus d'insatisfaction à laquelle, pendant longtemps, on a donné certains noms nosographiques, psychiatriques, que vous savez. On en a fait un petit peu l'idole, et à tort, complètement à tort. Hein. De ces personnes, plutôt, hein, il fallait bien à l'époque dire qu'elles étaient plutôt féminines que masculines, ça aussi c'est une autre bêtise, réduites à l'incapacité à satisfaire des envies. Il ne s'agit donc pas de ça. Il s'agit, et ça c'est important, hein, ça réfléchir, il s'agit d'un défaut du sujet inconscient d'être désirant d'un désir de durée. Voilà, je vous livre cette question. De présence au monde, d'une intentionnalité agressive endogène. Voilà. Hein, alors, je m'excuse encore pour les gens qui n'ont pas suivi toute la démonstration d'avant, mais l'idée, c'est que ce qui est à l'origine, c'est une agressivité qui a évidemment un versant destructeur et un versant autodestructeur, qui demande à être lié dans le développement psychique et qui est porteur d'une intentionnalité pour ce qu'il en est de l'organisme, sur lequel va se poser la problématique du psychique. Mais je vais vous parler de l'appareil psychique tout à l'heure parce que c'est fondamental. Pourquoi est-ce que je le fais intervenir là? Parce que sinon on dirait, bon, à quoi ça plaît? Car ce qui est insoluble, ce n'est pas la question de la différence des sexes, contrairement à ce que longtemps on a voulu croire. Parce que ça, on voit bien avec les progrès de la technoscience et de la société, on s'en remet assez bien. Il y a même une certaine donne, une certaine plus-value, je dirais, à brouiller les cartes. Mais la différenciation d'un dehors et d'un dedans, reprise dans la problématique de la différence des sexes, qui n'est pas la même chose. C'est bien cette question qu'on est comprise, d'un dedans et d'un dehors, qui a à voir évidemment avec la structuration même du fonctionnement psychique. C'est cette opposition d'un dehors et d'un dedans qui signe la dénaturation dont l'espèce Homo sapiens est affectée, hein, de ne plus être dans la continuité écologique d'avec le monde organique et d'en être complètement décentré. Voilà. C'est quand même une question qui, à mon avis, mérite qu'on y revienne. Or, Freud ne s'est jamais départi en bon matérialiste qu'il était à sa manière, hein, même s'il y avait un peu de vitalisme aussi chez lui, hein, comme l'a très bien noté des gens comme M. Pichot, c'est un très bon auteur sur ces questions-là, de postuler la psychanalyse comme science de la nature. Hein. Donc il ne s'est jamais départi de postuler la psychanalyse comme science de la nature. Ce chercheur en neurophysiologie croyait donc que les maladies étaient liées à des désordres neurocérébraux. Il n'a donc jamais conçu que la psychanalyse puisse avoir affaire avec les sciences humaines, comme la linguistique ou comme l'anthropologie. Pourtant, ces disciplines naissent à la même époque que l'aventure de Freud. Saussure produit son cours de linguistique générale au début du XXe siècle, et Mauss invente, excusez-moi du peu, au même moment, le concept de symbolique. C'est pas rien quand même. Sur lequel l'anthropologie moderne avec Lévi-Strauss s'est constituée. Vous voyez la dette qu'on doit à Mauss, malgré tout, parce que des choses aussi évidentes que la question du symbolique, il fallait quand même en avoir l'idée. C'est tout bête. Pourtant, ces disciplines ne prennent consistance véritable que si on postule en amont un appareil psychique qui légitime l'existence des faits qu'elles théorisent. C'est pas évident tout ça à concevoir. Hein. Toutes deux, l'anthropologie et la linguistique, se fondent sur le concept de symbolique. Hein. C'est vrai, c'est là-dessus que ça fonctionne. Concevable que si on fait l'hypothèse d'un appareil psychique qui fait articulation entre des sciences de la nature, que sont la biologie ou la physiologie, et les sciences humaines. Et cet appareil psychique concerne le langage articulé.
Alors, je vous le redis, les dysfonctionnements psychiques, dans cette optique, dans cette hypothèse, dans ce postulat, intéressent le sujet et ses avatars. Voilà. C'est des problèmes de la subjectivisation qui nous font dysfonctionner. Ce n'est pas parce que les parents n'ont pas été gentils ou que les frères et sœurs ont été des salauds. Voilà. Ici, voici pourquoi, pour poser les bases possibles de l'esprit possible d'une politique de santé, j'ai besoin de faire un détour dont la santé en sera le résultat. S'agit-il des questions qui concernent la vie dans la santé ou s'agit-il des questions qui concernent l'existence? Voilà. Alors, on a un peu de temps. Pour moi, donc, les maladies relèvent d'abord de la vie et du vivant. Donc, un tout petit peu d'étymologie. C'est facile, vous allez sur Internet, vous avez tout. Hein. Le mot salus vient d'une racine indo-européenne ayant le sens d'intégrité, de complétude et de totalité. La notion de santé est ici liée à ces idées. Est sain celui qui est intègre, complet, total. Donc vous voyez, c'est une certaine conception de la santé quand même, il est complet. Mais la même remarque vaut pour le mot salut, salutans. Salut César, salutans. Vous vous souvenez de l'expression? C'est pas dans ce sens-là, justement. C'est quand on adresse un salut, quand on arrive ici en retard et qu'on vous salue. La même remarque vaut pour le mot salut. Saluer une personne ou un groupe, c'est lui souhaiter une bonne santé. Voilà, c'est quand même intéressant, quand même. L'intégrité et la complétude corporelle, dans ce sens-là. Soyez voilà. Encore que déjà là, la santé en question dépasse le niveau médical pour toucher à l'être même de la personne saluée et à sa manière d'être au monde. Voilà. Car la maladie envisagée comme mauvais état de santé n'est pas seulement un trouble fonctionnel du corps ou de l'esprit, c'est une douleur, une sensation physique et ou psychique qui dépasse la question du dysfonctionnement corporel comme maladie physique, de l'irrationalité comme maladie mentale et du péché comme mal moral. Le péché, il faudra y revenir parce que c'est évidemment fondamental là-dedans. Pour Saint-Augustin, par exemple, qui est quand même un type fabuleux. Si vous avez un jour des problèmes de sommeil, plongez-vous dans Saint Thomas, dans Saint-Augustin. C'est mieux que Saint Thomas. Saint-Augustin. Au pire, il va vous faire dormir. Au mieux, il va vous faire passer une bonne nuit. Alors, pour Saint-Augustin, la maladie est comparable à celle du péché originel. La désobéissance de l'homme à Dieu s'est traduite par la désobéissance de la chair à l'esprit. Voilà. Évidemment, il postule que l'homme a désobéi à Dieu. Mais c'est dans la sexualité et non dans la maladie que le corps échappe au contrôle de l'âme pour ne plus dépendre que des sens. Donc, quand vous dépensez plus que des sens, vous ne valez pas grand-chose quand même. Pour lui, la maladie est une privation. Elle n'a pas d'existence substantielle en elle-même, mais une privation installée dans une santé, seule valeur positive, préexistante derrière la maladie. Donc ça, c'est complètement hippocratique en plus. On en dira un mot, mais c'est complètement hippocratique. L'homme en bonne santé, auquel est soustrait la question de la maladie. Mais la maladie en tant que telle n'intéresse pas beaucoup le professionnel de santé. Dans cette optique, j'entends. Vivre, c'est certes l'existence en acte par excellence, mais cette vie en santé n'a pas d'autre fin qu'elle-même. Voilà. Une fin en soi, du moins si dans le monde sublunaire aristotélicien, ça c'est très intéressant aussi parce que nous voyons que si on relie avec notre héritage, il y a une continuité dans les concepts. Qu'est-ce que disait le monde sublunaire aristotélicien? C'est que la matière, elle était formée du feu, de l'air, de l'eau, de la terre. Bien avant Bachelard. Et que malheureusement, cette matière ne résistait pas à la forme. Et si cette résistance ne ramenait pas la vie adulte à un incessant mouvement visant à conserver la matière dans une forme à laquelle elle ne se plie pas. Donc l'idée, la matière ne tient pas dans la forme qu'on lui donne.
Donc, elle passe son temps à essayer d'occuper sa place. Et donc, nous avons à modifier la forme en permanence, tout en essayant de faire tenir la matière dedans. C'est vieux comme truc. Enfin, c'est pas très vieux. Donc, 2000 ans sur 60 000, quelques centaines de millions d'années. Le fonctionnement et la réparation du corps ne sont que des conséquences de l'inadéquation de la matière à la forme. Donc, on peut retirer ça comme définition de la maladie à ce moment-là. Que le fonctionnement et la réparation du corps ne sont que des conséquences de l'inadéquation de la matière à la forme. La maladie, comme l'immaturité, relève donc de l'accidentel et ne peuvent pas caractériser la vie dans son essence. Vous voyez, c'est donc un accident. Donc, c'est pas grand-chose quand même, la maladie. Le défaut qu'introduit l'inadéquation de la matière à la forme devient la caractéristique de la vie. Et les mouvements visant à pallier ce défaut deviendront les processus vitaux. Quand Bichat, tout près de nous, ça va dire quelque chose à certains d'entre nous, quand Bichat définit la vie comme ce qui résiste à la mort, ça vous dit quelque chose? C'est-à-dire aux agressions externes et à la tendance de la matière organique à se décomposer, cette réaction et cette résistance sont la vie. Donc Bichat était vitaliste, comme vous pouvez peut-être le percevoir. C'est-à-dire que la santé n'est jamais parfaite, mais elle reste bonne tant que son imperfection est contenue par le mouvement même de la vie. Ouais. Bon. C'est comme des gens qui ont pensé, ces gens-là. C'est pas si faux que ça. Ben, c'est pas si con que ça du tout. Chère madame. Merci. La santé se rapproche ainsi de la science. La science qu'a le corps de se construire et de se réparer. Nous sommes des corps scientifiques. Le développement de la biologie, science de la vie, et de la médecine, science de la santé, c'est un peu caricatural, mais enfin on peut le dire comme ça, va de la médecine d'Hippocrate à son aboutissement moderne, la physiologie, qui est souvent datable de Claude Bernard. Donc, d'un côté, la santé, d'autre côté, la vie avec Claude Bernard. Pour la médecine, la santé est une sorte d'équilibre autorégulé du mélange des humeurs constitutives du corps. La perfection étant l'équilibre des contraires et la maladie l'excès de l'un sur l'autre. Ça, c'est plutôt hippocratique. Cet équilibre installe tend à se rétablir de lui-même lorsqu'il est perturbé par la maladie. C'est quand même intéressant. Ça a été après redéveloppé, notamment dans ces dernières années par Canguilhem, que la maladie produit un écart qui permet, d'une certaine façon, le retour, rétablir un écart. Oui. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'écart du tout, c'est l'entropie finale, on est mort. Cette propension à la santé, donc si vous avez des soucis, soyez contents. C'est qu'il y a de la vie. Essayez d'avoir de l'existence quand même. Ça en serait encore plus. Cette propension à la santé est due à la nature qui guérit les maladies. Donc il y a une croyance dans la nature extraordinaire, et vous allez voir exactement sur quoi Hippocrate fondait un peu la cause des maladies. La lutte contre les maladies était causée quand même beaucoup par le climat ou l'alimentation. Et cette lutte concerne la vie imparfaite, celle qui seule est concernée par la santé. Plus tard, l'animal-machine, malheureusement, attribué à Galien, qui est quand même l'homme de la machine, contrairement à ce qu'on croit souvent, on accorde ça à Descartes, mais c'est quand même Galien, repris par Descartes, d'une machine fabriquée par la providence divine. Ce qui est un peu, je trouve, dramatique, parce qu'on vit dans ce schéma, dans ce modèle de la machine et du processus sans sujet de nos jours. C'est le grand rêve de l'humanité actuelle, c'est de faire évanouir le sujet. Donc, psychanalyste, accrochez-vous, ça dépend de vous, à condition que ce ne soit pas trop débile. D'où une distorsion par rapport à Aristote et Hippocrate concernant la santé. Celle-ci est devenue le bon fonctionnement d'une machine, le ronronnement lisse et monotone d'une machine bien huilée dans le silence des organes.
Quand vous êtes dans une machine bien huilée comme ça, que vous êtes sur l'autoroute, bloqué à 90 à l'heure ou 110, vous vous endormez. Voilà. C'est pas vivant du tout. Contrairement à ce qu'il en était chez Hippocrate, la vie dans la maladie et même la vie dans la guérison est ici qualitativement différente de la vie en santé. C'est comme très différent. Donc, c'est une hétérodoxie qui est très dommageable, mais qui, à mon avis, ça a permis autre chose. Ça a permis d'autres choses. Avec Claude Bernard, après on s'arrêtera sur les questions comme ça. Avec Claude Bernard, on retrouve le schéma hippocratique à ceci près que l'équilibre des humeurs est remplacé par la constance du milieu intérieur. Ça vous dit quelque chose, la constance du milieu intérieur? La vie est le maintien de l'être dans son être, où l'être passe son temps à rétablir la composition de son milieu intérieur. Voilà le boulot de la vie. Ou dans le schéma aristotélico-hippocratique, il tendrait sans cesse à rétablir l'équilibre de ses humeurs ou à ramener sa matière dans une forme à laquelle elle ne se pliait pas. Voilà, c'est assez différent. Donc. La machine bernardienne, Claude Bernard, pas Claudius, non, la machine bernardienne tourne dans la forme qui lui a été donnée. Dont on ne remet pas en question la force du concepteur. Hein. D'ailleurs, c'est marrant de trouver ça chez quelqu'un qui faisait quand même, qui était assez religieux en réalité, hein, dans sa manière de faire. Donc la machine de Claude Bernard tourne dans la forme qui lui a été donnée, mais comme elle est autorégulée, elle commande elle-même son fonctionnement, mais ne peut commander la réalisation de sa forme, puisque la forme a été donnée par le concepteur. Nous avons été créés à l'image de Dieu, par exemple. Chez Claude Bernard, la destruction devient la cause de la création, laquelle permet à son tour à la destruction de s'exercer. La création est vitale, mais c'est dans la destruction que la vie se manifeste vraiment. D'où quelque chose que vous avez fait vôtre, probablement au moins à une époque de votre vie, quand vous aviez quelques difficultés à survivre. La vie, c'est la mort. De ce fait, il existe chez lui, comme chez Hippocrate, une identité de nature entre les processus physiologiques normaux et pathologiques ou thérapeutiques. Leur différence n'est que quantitative. Voilà. Contre le vitalisme de Bichat, à partir de quelle valeur, par exemple, peut-on dire que le taux sanguin de sucre cesse-t-il d'être physiologique pour devenir pathologique, et pourquoi? Là, des questions qui méritent exactement qu'on y réponde. Santé ou maladie, création ou destruction, la machine tourne, mais avec le maintien d'une évolution temporelle disjointe de l'environnement. Mourir pour l'être, c'est rejoindre son environnement et évoluer avec lui, donc s'en indifférencier. Donc ça, c'est toute la théorie de la vie comme différenciation possible au regard de l'indifférencié. Plus vous êtes dans la différence, plus vous existez comme sujet, plus vous revenez vers l'indifférencié, plus vous arrivez vers la phase finale de la vie, qu'on appelait, c'est-à-dire la mort. Donc, vous voyez que dans la nostalgie du retour à la nature, il y a quelque chose de très ambigu. D'ailleurs, les gens qui disent « repars à la campagne, j'en ai marre de tous ces tracas, etc. » Revoyez-les quelques années après, ils ne s'y portent pas toujours facilement. Sauf si, à la campagne comme ailleurs, on se bouge, quoi. Mais sinon, voilà. Le temps devient partie prenante de la définition de l'être, et le mouvement vital est une évolution physico-chimique disjointe de celle de son environnement, grâce en particulier à son programme génétique ou son épigénétisme. Donc effectivement, les explications plus ou moins actuelles accordent à la génétique et puis maintenant beaucoup plus à l'épigénétisme le fait de donner cette différenciation avec l'environnement, quoi. À la fois de se mettre dans la traduction de l'environnement, mais tout en marquant des différenciations particulières. Donc pas de santé biologique sans santé psychique, mue par la raison. Alors, pour terminer,
quand même, parce que vous devez vous demander de plus en plus où je veux vous embarquer. Vous avez raison d'avoir des craintes. C'est un parcours de santé. Un parcours de santé. Merci. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà, je vais vous livrer le plan de mon travail. Alors, le thème général qui m'est venu après l'exposé de Catherine l'autre jour était donc de l'esprit possible d'une politique de santé à partir de la question qui était posée, d'élaborer, de poser la question d'une élaboration possible. Est-ce qu'on peut avoir une théorie générale du fonctionnement humain? Rien que ça. Vous voyez bien que tout n'est pas miscible là-dedans. Hein, bon. Tout n'est pas miscible. Donc il faut quand même... bon, on va pas... Heureusement, on ne va pas jouer aux apprentis sorciers. Donc, mon plan, c'est de l'esprit possible d'une politique de santé, mais on va y arriver après beaucoup de détours. Hein. J'ai commencé par écrire le chapitre sur l'esprit possible d'une politique. Et c'est là où je me suis aperçu qu'il fallait faire des détours par beaucoup d'autres choses. Donc, après l'introduction, en guise d'introduction que je vous ai proposée aujourd'hui, il faudra peut-être venir la prochaine fois, peut-être la question des mythes et enfin, la fonction des mythes, parce que si réellement on voit qu'il y a beaucoup de mythes dans nos pratiques et qu'il faut pouvoir s'en défaire et proposer autre chose, on va peut-être s'intéresser un peu à la question de la pensée mythique et éventuellement à des concepts comme celui de transformation. C'est un concept très très intéressant, voilà, dont Lévi-Strauss dit qu'il lui a été trouvé à la lecture d'un botaniste écossais qui s'appelait D'Arcy Thompson et qui avait fait une... C'est ça qui est génial, je trouve. C'est des gens qui se baissent et ils font une constatation géniale, quoi. C'est-à-dire, il a vu que selon les plantes et selon les bêtes, leurs organes n'étaient pas les mêmes, tout bêtement. Il en a conclu qu'il y avait une transformation en jeu. C'est bête, hein. Voilà. Donc, ça, on essaiera peut-être de passer par là. Après, je voudrais interroger de l'esprit anthropologique. Voilà. Si on veut cerner cette question anthropologique, en quoi peut consister cet esprit anthropologique? Après, je voudrais évoquer la question de l'esprit de la psychiatrie, puis de l'esprit de la psychothérapie, qui n'est pas celui de la psychiatrie, qui n'est pas celui de la psychanalyse. Et puis, je voudrais aborder une question casse-gueule, mais qui me plaît bien, donc, qui s'appelle, parce que on a tous appris ça en médecine à un moment ou à un autre de nos études, qu'il y avait un dogme qui était l'ontogénèse récapitule la phylogénèse. Tu n'as pas appris ça? Non, tu ne vas pas? Donc la question, quand même, bon, globalement, c'est non. Les psychologues, les ont. Ah, eux, vous avez... Voilà, d'accord. Donc, ma question ne sera pas celle-là. La question sera, l'ontogénèse récapitule-t-elle la phylogénèse? C'est une question vachement intéressante, en fait, là aussi. C'est toujours pareil, à condition de se barrer sur les chemins de travers. Après, j'aimerais aborder la question de l'esprit de la psychanalyse. Bon, pas mal de choses à dire, effectivement. Et puis après, aborder la question des postulats possibles d'une métapsychologie objectivable, peut-être, plus ou moins objectivable. Et puis peut-être aussi évoquer la question de l'esprit des séances préliminaires, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à préciser sur cette question des séances préliminaires. Qu'est-ce que c'est qu'une séance préliminaire? Voilà. On en a fait à une époque des séances préalables. De quoi s'agit-il? De quelle adresse s'agit-il? Il s'agit d'une adresse en psychanalyse, il ne s'agit certainement pas d'une adresse aux psychanalystes. Bon. Et puis peut-être, après, bon, si on a le temps, et puis on ne sait pas où on sera à ce moment-là, parce que probablement qu'on sera ailleurs déjà. Y a-t-il une différence entre l'humanisme des psychiatres et des psychothérapeutes? Est-ce qu'on prête à l'esprit de l'acte psychanalytique? C'est une question qui n'est pas sans intérêt. À quel humanisme une pratique sociale se nourrit-elle? Alors, on peut toujours dire que, du point de vue de la psychanalyse,
on va osciller entre un espèce de liberté individuelle ou un collectivisme parce qu'on s'intéressera soit au problème de l'espèce humaine, soit à l'espèce de l'individu comme ce qui différencie de l'espèce humaine. Mais quand on est en psychiatrie ou en psychothérapie ou en médecine, les questions, on les pose de façon beaucoup plus déterminée par la culture d'appartenance dans laquelle on se trouve. Voilà. Ce qui en fait d'ailleurs tout l'intérêt. Et j'espère qu'en cours de route, vous aurez pris la mesure du danger mortel d'un anthropocentrisme radical, voilà, dans lequel nous baignons. Il faut bien le dire. Voilà. Reste à voir après s'il y a un cadre possible pour continuer ces choses-là. Voilà comment c'est possible de continuer si on pense que ça vaut. Voilà, trouver sa place. Sentiment dans les questions que vous avez posées, que vous ne reprenez pas dans votre conclusion, moi qui m'a beaucoup intéressée, c'est la différence que vous faites entre le langage articulé et la langue. Ah oui, ça c'est vrai. Je crois qu'il y a beaucoup, il me semble que effectivement la linguistique ne peut naître que du renoncement à l'origine de la question du langage articulé. Absolument. Donc je crois que c'est là, et je pense, j'ai vu Catherine Tiquet quand on a, à propos du langage articulé, oui, je pense effectivement que la psychanalyse, et que Lacan en particulier, passe à côté de la question du langage articulé, pour cette raison-là, parce qu'il s'engouffre effectivement dans la linguistique. Et ça me paraît vraiment, enfin, ce que vous avez dit m'a beaucoup éclairé, parce que je ne l'avais pas vu comme ça. Et ça serait le concept vraiment qui manquait. Oui, absolument. Et ça va plus loin dans la mesure où plus tard vous avez reparlé de la subjectivation, parce que finalement, la subjectivation, en renonçant à cette origine de la langue, en tant que langage articulé, et donc de la rupture nature-culture, enfin de la dénaturation, il y a, en renonçant à ce tenter de la rupture, il y a aussi un renoncement au tenter de la subjectivation. Absolument. Et ça, c'est vraiment, je crois qu'il y aurait peut-être, vous ne le reprenez pas dans vos Oui, mais si. je trouve vraiment très intéressant. Très, très intéressant. D'accord. Enfin, personnellement, c'est vrai que ça m'a... Probablement, ce qui a fait que je n'ai pas reparlé, c'est que j'ai eu quelques temps de latence pendant lesquels il y aura un bouquin qui va apparaître dans les 2-3 mois qui évoquait un peu ces questions-là, mais pas de cette manière-là. Donc, voilà. Je vais amener la table de matière si ça intéresse des gens. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Non, parce que ça, c'est très utile, ces questions-là, d'être relancé ou d'être... Par rapport au mythe, de même que par rapport à l'art, il y a moyen quand même de ressentir une différence entre un art authentique et un art, on va dire, opportuniste, pour suivre l'air du temps. Dans les mythes, c'est un peu pareil. Parce que quand vous dites, bon, ok, on récite une fable de La Fontaine, on nous l'a fait réciter, on sent bien, il y a une morale, enfin, en fait, on est conduit, on est manipulé quelque part. Donc, on ne peut pas adhérer à cet entre-deux qui n'est ni une croyance, ni une rationalité pure, mais quelque chose où, tout en sachant quelque part que, bien sûr, ça ne peut pas être pris au pied de la lettre, on adhère d'une certaine façon qui n'est pas... c'est une adhésion qui est plénière, qui a ses justifications, qui correspond à un mode de fonctionnement profondément humain. Donc, c'est pas le choix entre une baliverne auquel on croirait ou ne croirait pas, et quelque chose, un délire hallucinatoire, mais il y a un entre-deux. Oui. Et pour moi, c'est là que se situe la psychanalyse. C'est comme ça que je le ressens. Il y a un entre-deux qui serait le... Ouais. Voilà. Alors, est-ce que vous souscrivez à l'idée que la révolution freudienne concernerait justement cette idée de l'appareil psychique, plutôt que pour l'inconscient? Il y a longtemps qu'on savait qu'il y avait un inconscient, hein, mais Oui, bien sûr, comme articulation entre justement cette question de la nature et cette question de la culture, justement. Tout à fait, comme un processus sans arrêt. Ouais. Voilà. De même que la mémoire, on l'a longtemps vu comme quelque chose de statique, qui n'est pas, c'est sans arrêt articulé. Bon, j'allais dire la vie, c'est la mémoire, quand malheureusement on est confronté à cette perte. Mais c'est sans arrêt, c'est un processus qui s'opère sans arrêt.
Alors après, on en est conscient ou pas conscient, mais dans le meilleur des cas de figure, c'est quelque chose qui, oui, qui s'opère en permanence. Après, juste, je me dis par rapport au terme manipulation, par rapport au cas de La Oui. Fontaine, par exemple. J'exagère parce que je les adore aussi. Je trouve, moi, c'est vrai que je n'y vois pas ce terme-là, mais plutôt de voir les choses aussi parfois autrement. Après, on a quand même un libre arbitre. Métaphorique, oui. Métaphoriquement. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est absolument vrai. C'est pour ça qu'il y a la question du mythème aussi. C'est-à-dire qu'il y a le mythe, après il y a le mythème, donc la manière dont personnellement on s'approprie le mythe. Oui. On donne le sens métaphorique à ça, qui joue beaucoup. Mais parce que récemment, il y avait une émission intéressante à propos de la semaine sur la francophonie, à propos justement de la langue et des Césaires, etc. Et il y a eu un contresens qui a été fait pendant longtemps, enfin c'était très très bien expliqué, une espèce de dévaluation de toutes ces productions qui ont une force incroyable, une dévaluation au sens où on les mesurait à l'aune d'une rationalité qui devait advenir, qui n'advenait pas. Enfin. Et c'est pour ça que cette notion d'entre-deux, je ne sais pas comment l'exprimer aujourd'hui, d'entre-deux, quoi, de quelque chose qui n'est ni de la rationalité ni de la fabulation, mais quelque chose qui est une forme d'intégration entre les deux modes. Parce que finalement, on est construit, bon, c'est quelque chose que je travaille dans le cadre du groupe Bigarré, on est quand même construit sur cette division avec une intégration qui doit advenir et qui est sans arrêt à construire entre deux modes de fonctionnement. Parce que, bon, ça a été traduit par corps-esprit, mais ça c'est bidon, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça se ressent, c'est pas comme ça qu'on le vit. On est divisés fondamentalement, on est divisés, tous, on est divisés. Et donc cette intégration entre nos deux modes, il nous échoit quelque part, c'est notre responsabilité, c'est peut-être ça la subjectivation, il nous échoit d'opérer ou de faire advenir cette mixité. Voilà, c'est pour ça que j'essayais de parler en termes d'existence, qui se travaille quand même. C'est un processus, oui. Un processus, absolument. Voilà. Exister, c'est un processus. Mais ce qui me gêne, enfin gêne, c'est rien de dramatique. Ce qui, pour l'instant, bon, c'est quelque chose sur lequel je bute, donc il faut évoluer, il faut réfléchir. C'est de le couper complètement, enfin d'opérer ces deux modes entre la vie. J'aimerais ne plus entendre quelque chose de péjoratif. Il y a cette espèce de ronron de la maintenance homéostatique. Quand on réfléchit bien, oui, on doit avoir un pH sanguin à 7,4, il vaut mieux pour nous, ok. Mais c'est sans arrêt, là aussi, c'est sans arrêt à reconstruire, en fait. Et on n'est jamais deux fois le même. On n'est pas le même que ce matin. Donc, il y a une formidable créativité au niveau même de ces mécanismes biologiques. Donc, je pense que plutôt que d'introduire, enfin, plutôt que, peut-être que faut-il introduire une césure, je ne sais pas, mais je verrais plutôt dans une continuité quand même, l'existence et... Oui, et la vie. Oui. Oui. D'ailleurs, enfin, ça serait peut-être pas entendu, mais il y a des fois, je ne savais plus très bien si j'étais dans la vie ou l'existence quand je vous parlais. Vous voyez, je crois que les deux sont bien sûr partie liée. On ne peut pas isoler les choses. Sur la question du mythe, parce que je crois que c'est effectivement très important de repasser par des définitions. Ce que Lise d'ailleurs évoquait à partir des dernières recherches sur les mythes universels. Je ne suis pas sûre justement que ces chercheurs utilisent les mêmes concepts voilà, que Lévi-Strauss par exemple. Et donc je trouve très important cette question effectivement du mythe. Donc je pense que ce serait aussi très intéressant pour nous tous d'avoir au moins 2 ou 3 des définitions en cours à l'heure actuelle qui ne sont pas forcément issues des mêmes modélisations. Hein. Donc il y a l'approche structurale, mais les autres, je ne sais pas trop, c'est peut-être plus fonctionnaliste. Enfin, c'est vraiment des grilles de lecture et de décodage qui sont différents. Donc c'est intéressant d'en être informé. Et donc je crois que Annette et Alexandre et Marie-Claude, très bien, ont
ont un projet de compilation sur ces questions. C'est bien, Ce ouais, serait c'est pas mal super. que... voilà. C'est un groupe Super. d'anthropologie. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que le plus facile, c'est d'utiliser la méthode lévi-straussienne parce que d'abord, elle est relativement bien codifiée. Elle se réclame d'être structurale. Donc à partir de là, on peut codifier non pas des contenus, mais des contenants. Donc ça permet de travailler. Mais c'est vrai que ce n'est pas la seule. Et qu'elle a aussi un risque, c'est de ne pas être du tout discriminante, à force d'être générale. Mais il y a des auteurs québécois qui repartent de Lévi-Strauss sur la modélisation du mythe, mais qui ont poursuivi un travail de recherche et de redéfinition, tout en s'inscrivant dans cette lignée de pensée. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se passent. Et puis, c'est vrai que Lévi-Strauss est allé très loin. Il a prôné la disparition du chercheur en tant qu'individualité. Les mythes se renvoient les uns aux autres. Le processus sans sujet était à l'œuvre chez lui déjà. Vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a une critique à faire de ce moment social très important parce que on voit actuellement où ça nous embarque, quoi. Et puis maintenant, pour le rattraper, c'est complexe. Cette séparation corps-esprit, c'est quelque chose qui me tracasse toujours, parce que je trouve que c'est le propre toujours de l'Occident de séparer, de diviser, etc. Je ne sais pas si c'est de l'ordre du mythe, je dis ça en plaisantant, mais c'est notre façon de penser à nous les Occidentaux. Elle se retrouve dans ce que vous dites sur que quand on vieillit, les odeurs, etc., reviennent prégnantes sur la... C'est vrai que je pense que c'est quand même quelque chose, cette habitude de diviser comme ça, de séparer pour se donner un champ qui est plus accessible à la compréhension, elle est quand même en train d'être repensée un petit peu. Hein. Je ne parle pas du monde de la physique, là, qu'il a repensé depuis un moment, mais dans le monde du quotidien aussi, par les gens. Et l'autre chose que je voulais dire m'est sortie de la tête. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, oui, et que, alors par rapport au fait qu'on est très, je vais dire trop, mais je pense, on est trop anthropologique. Et les physiciens ont quand même développé il y a quelques années un principe qui est dit anthropique et qui dit que si on est capable de faire des théories de la physique, c'est parce que le monde est suffisamment adapté à l'humain pour qu'on puisse le penser. Absolument. Ouais. Donc ça c'est pas rien quand même, parce que énorme. ça donne l'idée que c'est très anthropique, que c'est visible là, quoi. Les religieux diraient que c'est Dieu. C'est clair qu'à l'heure actuelle, il y a un abîme entre la pensée mythique et la science, quoi. Quoique. Quand on compare le cerveau à un ordinateur, je ne sais pas si on prend un abîme. Absolument. Oui. Il est 12h30. Merci beaucoup. Moi, je ne serai pas là cet après-midi. Merci beaucoup.